Eh bien, nous allons maintenant changer totalement de sujet. Voilà, la technique vient de placer. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais on y est arrivé. Eh bien, nous avons maintenant la chance d'avoir Marion Sigaud. Marion Bonjour. Sigaud avec nous. Bonjour, ma chère Marion. On est Bonjour, mon enchanté. cher Nicolas. Quel plaisir de te retrouver. Attends, je ferme mon téléphone. Voilà. Est-ce que nous sommes en ligne là? Nous sommes en ligne et en direct. Et nous Donc, sommes en attention. ligne et en direct. Donc, il ne faut pas que je dise des Voilà. bêtises alors. Ah, bah, voilà. Bon, Voilà, j'ai fermé mon téléphone. T'as écouté J'étais un en petit train peu de relire mes notes. C'est très copieux ce que j'ai à dire. Tu as écouté un peu ces jeunes avant Du tout. Non. J'étais concentrée sur mon intervention, mais je me réserve de le faire. Je me réserve de le faire. Très Vous bien. avez parlé de cet odieux attentat contre ce malheureux garçon là. Oh, quelle histoire. Oui. Oh, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Oh. Cette violence extrême, je pense que Oh, attends. On dirait qu'il y a un coup de vent dans ton micro là. Oui. L'important, c'est que je sois bien correctement entendu et que tu comprennes déjà ce que je dis. J'entends rien. Nicolas, je n'entends rien. Il y a un bruit affreux dans ton micro. Alors, il y aurait, j'essaie de relever comme ça. Et moi, quand je parle, est-ce que tu m'entends bien? Alors là, est-ce que c'est mieux? Non, c'est infernal. C'est inaudible. Alors, il y a eu peut-être un petit problème de micro, j'en sais rien. J'avais demandé. Tu sais, on dirait que tu as un coup de vent dans que ton micro est en plein vent. Il y a un problème de micro, je ne sais pas d'où il vient, il y a quoi qui est apparu soudainement. C'est insupportable, c'est insupportable. Je n'entends rien, rien. Tu raccroches et je te rappelle? Non, il faut attendre un instant. Alors, je viens d'être... Ah, ça y est, c'est bon. Donc, ça n'avait rien à voir avec le micro, c'était un problème de connexion. Ah bon, écoute, là, je t'entends parfaitement. Voilà. Voilà, donc qu'on ne dise pas, on dit toujours, de toute façon, il y a une blague avec les auditeurs, c'est tout de suite, dès qu'il y a un problème de micro, c'est le problème de mon micro. Non, ça n'était pas le problème de mon micro, c'était donc un problème. J'ai bien vu que lorsque on m'a, il y a eu l'interface entre nos trois jeunes citoyens patriotes et toi, qu'il y avait eu un petit quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, tout va bien. Je disais, Marion, que lorsque bien j'ai échangé avec ces trois jeunes patriotes, j'ai parlé de toi au moment de parler de la société perverse, c'est-à-dire cette société perverse par rapport au père dans la famille, à la destruction de la famille, et finalement le fait d'attaquer les forces de l'ordre, d'attaquer son prochain, cette violence extrême est le produit d'une éducation et d'une société perverse. Et ça, je pense que ça fait des années que tu le dis. Ah oui, absolument. La destruction du père a commencé, elle a été suivie tout de suite par la destruction de la mère. Parce qu'une mère, c'est forcément abusif, une mère, c'est forcément odieux, une mère, c'est forcément étouffant. Donc, qu'est-ce qui reste? L'État. Voilà, l'ASE, c'est pas beau? Elle est pas belle la vie? Voilà. Alors, on est là pour parler du sujet de l'affaire Epstein et finalement de ses causes les plus profondes. Il est temps, alors qu'on a fait beaucoup de factuels depuis 2 semaines, beaucoup parlé de ce sujet, de voir avec toi, Marion, finalement, un certain nombre de causes originelles de ce qui arrive aujourd'hui et qui nous sidère de l'horreur. C'est suffocant. Ouais. C'est suffocant d'horreur, mais ça n'est pas arrivé comme ça par hasard. Ça ne, comme essaient de nous l'expliquer les médias mainstream, ça ne nous est pas tombé sur la tête comme ça. Il y a eu une lente préparation, même si elle est satanique, même si elle est diabolique, ça ne se fait pas comme ça de façon magique, mais c'est parce que il y avait à l'origine un certain nombre de causes qu'il va nous falloir maintenant bien distinguer. Alors, je rappelle ton dernier ouvrage qui est où tu fais la préface et la postface et la traduction de Judith Reisman, Kinsey, Rockefeller et CIA. Donc, l'éducation
à la Kinsey, et puis les financements et comment petit à petit cette éducation sexuelle telle qu'elle est dénoncée à juste titre par Judith Reichmann et par toi, eh bien, va infiltrer la société, mais l'élite aussi. Et pour aboutir justement à ce que nous voyons horrifiés, j'aimerais que tu nous développes un peu et que tu nous plantes le décor de ce livre et de ses développements. Alors, avant de commencer, je te remercie, Nicolas. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Christian Combas, dont j'ai écouté attentivement l'intervention chez toi. Et je le remercie d'avoir mis le doigt sur la laideur que nous avons héritée d'Amérique. Cette horreur de cette promotion systématiquement de l'atroce, de l'angoissant et de l'abominable dans lequel les victimes n'ont aucune place. Je remercie Christian Combas, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à différentes reprises et que je suis avec beaucoup de passion. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Alors, je viens vous parler essentiellement des découvertes de Judith Reisman dans son dernier opus, c'est-à-dire que le livre que je présente là, Kinsey, Rockefeller, CIA, c'est le dernier travail qu'elle a rendu quelques mois avant de mourir. Elle est morte en mai 2021 et elle m'a envoyé ce travail en août 2020. Elle a envoyé ce travail à 3 personnes, à un professeur de droit américain, une avocate jamaïcaine et moi pour diffusion. Et j'ai négocié avec l'Institut Reisman, qui me connaissent bien, parce que j'ai rencontré à différentes reprises. J'ai négocié avec eux les droits de publication pour la francophonie, pas seulement pour la France, pour la francophonie. Voilà. Donc, que cela soit dit, c'est pas du vol de ma part, c'est un contrat négocié avec les héritiers de Judith Reisman, qui sont l'Institut Reisman. Voilà. Alors, quelques mots pour revenir à la base. Kinsey, Alfred Kinsey, c'est l'inventeur de la révolution sexuelle, le père du sexe à l'école et du renversement des valeurs. En 1951, un article laudateur a été écrit dans un magazine Look, le magazine Look, qui présente Kinsey comme bien reçu dans les familles où il s'adressait aux enfants de manière douce et amicale. Il dit « Oh là là, les enfants ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient interviewés, tellement c'était sympa et les parents étaient contents de rencontrer Kinsey. » Voilà. Donc, Kinsey, à partir de ses rapports, affirme, et c'est repris jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qui fonde la justification de l'éducation sexuelle à l'école. Les enfants sont sexuels dès leur naissance, c'est-à-dire sexuels, on est sexué dès la conception, et sexuel, c'est-à-dire capable d'activité sexuelle dès leur naissance. On a dans son rapport sur la sexualité des hommes le tableau numéro 34 qui dit que 317 garçons de quelques mois à 14 ans ont été présentés comme ayant eu quantité d'orgasmes. Judith Reisman a mis au jour qu'ils ont été dénudés, ligotés et violés par des adultes pendant 24 heures d'affilée pour obtenir ce qu'il appelait ces orgasmes. C'est-à-dire que c'est un crime, c'est une abomination. En fait, dans son rapport sur la sexualité des hommes, Kinsey a sorti 2 rapports, un en 48 sur la sexualité des hommes et en 53 sur la sexualité des femmes. C'est dans son rapport sur la sexualité des hommes qu'il décrit la terreur, l'évanouissement, l'épilepsie et les convulsions qu'il les présente comme des orgasmes. Et on s'en est contenté. Voilà, le monde entier a dit, regardez, Kinsey a découvert que les enfants étaient sexuels dès la naissance et ce qu'il décrit, c'est ce que je viens de dire, c'est une abomination. Personne n'a jamais voulu, à part Judith, personne n'est allé regarder ce qui se passait et surtout personne n'est allé le dénoncer. Donc, dans son rapport, quand il y a viol, il appelle ça coït, ou alors un contact, le contact, et le violeur, c'est le partenaire. Voilà. Donc, il vous raconte le partenaire qui a des contacts avec un et qui déclenche des orgasmes. Comment? Eh ben, la preuve, il hurlait, il s'évanouissait, c'est bien la preuve qu'il jouissait. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une abomination. Un pédiatre, membre du Conseil américain de pédiatrie, assure que l'expérience rapportée telle qu'il l'a lue est criminelle et anti-scientifique. Judith a écrit en mars 1981 à Gebhardt, qui était à la fois l'héritier spirituel, hein, je veux dire pas l'héritier matériel, enfin disons c'est lui qui a repris l'Institut Reisman à la suite du décès de Kinsey. Elle lui a demandé comment avez-vous fait pour obtenir ces orgasmes, et il lui a répondu les techniques employées étaient l'automasturbation par l'enfant, les jeux sexuels entre 2 enfants et les contacts entre adultes et enfants de nature principalement manuelle et orale. Alors, celui qui veut comprendre autre chose que l'horreur que je suis en train de décrire, qu'il explique comment il fait. Alors, il faut savoir que, ça c'est les travaux de Judith qui le disent, les symptômes de la jouissance, de la peur et de l'épilepsie peuvent parfois se croiser et être identiques. Par exemple, on a dans les 3 cas accélération du pouls,
accroissement de la pression artérielle, hyperventilation, diminution de la perception sensorielle, sécrétion d'adrénaline, accroissement des tensions musculaires et réduction de la fatigue ou accroissement de la capacité musculaire. Ça ne fait pas d'un enfant qui hurle, qui pleure et qui essaye de prendre la fuite, un enfant qui jouit. Ces enfants ont bel et bien été torturés et violés, et leurs orgasmes prétendus étaient des convulsions, de l'épilepsie, des évanouissements, des hurlements de terreur et de douleur. Il y a eu, alors Kinsey a fait énormément d'expériences et il a été filmé. Un cinéaste, témoin de nombreux viols par la bande de Kinsey, a écrit: c'est bien vrai que celui-là a eu des rapports avec des centaines d'individus des deux sexes, des centaines d'individus, de tous les âges imaginables, et 2 ont trouvé ça très douloureux et ont hurlé à ce moment-là. 2, sur des centaines, il y en a 2 qui ont hurlé d'après ce cinéaste, et il a tout filmé, et je l'ai vu sur un plateau de télévision tenir tête à Judith. Il dit bah quoi, on leur faisait pas de mal, quoi, on les faisait jouir, Donc, il dit c'était parce que c'était des sujets très jeunes, avec des parties génitales étroites, et que King, le nom du violeur, était un adulte doté d'un membre énorme, d'où les problèmes d'adaptation. C'est insoutenable. Et ça passe à la télévision et il n'y a pas de commission d'enquête qui est lancée. Il faut que ce soit Judith qui se batte jusqu'à son dernier souffle pour dénoncer ces atrocités. Donc, Judith, en fait, elle a découvert que Kinsey a participé à un programme de recherche sur le cerveau et sur des enfants internés en asile psychiatrique. C'est-à-dire que les premières découvertes qu'a fait Judith à propos des enfants violés qu'on retrouve sur le tableau 34 dans le rapport sur les hommes, elle a découvert par la suite que Kinsey avait fait beaucoup d'autres expériences en asile psychiatrique avec des enfants fournis par des asiles psychiatriques, des hôpitaux psychiatriques, notamment le Rockland State Hospital de New York et le Greystone Park State Hospital de New Jersey. State Hospital, ça veut dire quoi? Hôpital d'État, c'est-à-dire dans des institutions, tout ce qu'il y a de plus reconnu et officiel aux États-Unis. Kinsey était un obsédé sexuel, il correspondait avec quantité de gynécologues, de psy et de pédiatres. Il a eu un mentor, parce que comment Kinsey a-t-il été repéré par les gens qui l'ont financé? Eh bien parce qu'il était en réseau avec des gens qui s'intéressaient à la sexologie, et notamment un certain professeur Dickinson, c'est une sommité new-yorkaise en gynécologie et en sexologie. Donc voilà, par les uns, par les autres. Et c'est d'ailleurs par ce fameux Dickinson qu'il a découvert, qu'il est allé voir le violeur des 314 enfants. 314 ou 343, enfin bon, peu importe. Voilà. Donc, avant les travaux de Kinsey, l'Europe avait déjà publié quantité d'études et la révolution sexuelle avait déjà eu lieu à Paris et à Berlin. C'est ce qu'on a appelé les années folles au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais dans ces années-là, l'Amérique a été totalement épargnée par cette révolution sexuelle. Totalement. Or, en 1941, la fondation Rockefeller, d'accord, on va maintenant parler de Rockefeller, a commencé. Alors, Rockefeller, c'est quoi? C'est la fondation Rockefeller. Rockefeller, c'est la plus grande fortune mondiale, en tout cas à l'époque, certainement. C'est la Standard Oil. Hein. Ce sont des gens qui ont fait fortune dans les mines, dans le pétrole, voilà. Alors, la fondation Rockefeller a commencé son financement en 1941 à l'université de Bloomington et à l'université de Columbia à New York, qui cherchaient des liens entre la sexualité et le cerveau. Là, y aurait-il un rapport entre la sexualité et le fonctionnement du cerveau? On va aller demander aux spécialistes, on va aller voir Kinsey. La première dotation a été de $94,000 pour des enquêtes sexuelles non précisées, et le directeur de l'hôpital Greystone Park, hôpital tout à fait officiel, a remercié la fondation Rockefeller pour son aide, pour lui avoir permis de recruter 80 scientifiques de la Columbia, pour avoir permis à 80 scientifiques de la Columbia un accès sans entrave aux patients de l'hôpital Psy Greystone. Donc ça, c'est les premiers financements. C'est les premiers financements, 1941. Aldous Huxley, qu'on ne présente plus, c'est l'écrivain, reconnaîtra qu'il s'agissait d'expériences de contrôle mental terrifiantes. Et il l'a reconnu, il l'a dit, et c'est paru dans la presse et personne n'a réagi. Les individus internés dans ces asiles avaient des électrodes implantées dans leur centre cérébral du plaisir. Est-ce qu'on imagine l'horreur? Qui pouvait soupçonner que des scientifiques reconnus commettaient des crimes atroces dans des grands hôpitaux? Alors, ils ont dit, mais c'était des fous, c'était sur des fous. C'est pas une excuse. C'est pas parce qu'une personne est folle qu'on a le droit de lui planter des électrodes dans le cerveau. Et en plus, ils ne l'étaient pas fous.
Ils n'étaient pas tous fous. Et le code de Nuremberg, ça existait déjà à l'époque, hein, pendant toutes ces années 50, 60. C'est quelques démons, quelques fous, ça compte pas. Ah bon? Ah bon? Ces expériences non secrètes ont continué jusqu'en 1962. Et ça n'était pas des fous. On a lobotomisé des très jeunes enfants qui étaient considérés comme hyperactifs. Et alors, un enfant, il n'a pas le droit d'être hyperactif? Il y a eu quantité de témoignages sur toutes ces atrocités et jamais aucune poursuite. En 1995, les années passent, le président Clinton a présenté des excuses publiques pour 4000 expériences depuis 1945. Toujours pas de procès. Alors on présente des excuses, c'est-à-dire qu'on reconnaît que ça a eu lieu, que ces expériences ont eu lieu, mais on minimise et il n'y a pas de procès. Toutes les normes éthiques ont été violées. Et ces expériences ont été utilisées pour les écrits de Kinsey. Judith les a retrouvées dans son livre sur la sexualité des femmes. Kinsey ne parlait de sexualité que de façon purement physiologique. C'est ça la sexualité aujourd'hui, tu vas reconnaître. Il n'y a ni sentiment, ni émotion, et la psychologie est entièrement absente. Il ne traite pas de personnes, mais de corps interchangeables. C'est ça la sexualité selon Kinsey. Il affirmera que des personnes intactes ne diffèrent pas sexuellement d'autres ayant subi une lobotomie. C'est effrayant. Il fait de la sexualité une activité entièrement autonome sur la personne. Il n'y a ni cerveau ni psyché. Et il le dit, donc il faut le croire. Point. Circulez, il n'y a rien à voir. Discutez pas. Tout a été dit contre Kinsey. Au fur et à mesure qu'il sortait ces trucs, il y avait des gens qui publiaient, mais c'était pas repris par les médias, donc le grand public ne sait pas. Et quand le grand public ne sait pas, ça continue. Ça passe crème, comme on dit. Une survivante de ces hôpitaux abominables s'appelle Karen Wetmore. Elle a réussi à reconstituer son dossier. Elle a été hospitalisée à l'âge de 13 ans, dans les années 50, à la suite d'un viol, et elle a été torturée pendant des mois, et personne, ni ses parents, ni les travailleurs sociaux, n'a pu l'approcher à l'hôpital. C'est effrayant, effrayant. Elle s'est battue pendant 30 ans pour récupérer son dossier, et elle atteste qu'elle a bien servi de cobaye pour des expériences de contrôle mental pour le compte de la CIA. Voilà. Elle a subi des électrochocs, de la nudité, des coups, du froid, du LSD, de la contention sur son lit avec camisole de force. Personne n'a pu l'approcher. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle est la seule à avoir subi ça? Tiens, donc, elle est simplement la plus courageuse, celle qui a eu le plus de moyens d'accéder à ces dossiers. Ça a été un combat absolument incessant pendant 30 ans. Combien y en a-t-il eu comme elle derrière ça? Et alors, elle signale, et Judith nous fait remarquer, il y a un petit cimetière attenant à l'hôpital. On peut savoir pourquoi il y a un cimetière dans un hôpital? On peut savoir? Alors, un reportage a pu être fait en 2017 sur les lieux abandonnés de cet hôpital. On y voit des chaises de contention, des jouets brisés et des photos insoutenables d'enfants torturés complètement hébétés. J'ai mis les photos dans le livre, des photos qui sont tirées de ce reportage, et Clémence Diakova les a montrées à l'écran la semaine dernière. Ils ont trouvé dans ces lieux abandonnés une vidéo qu'ils ont visionnée. Et alors, je n'ai pas le nom de ces vaillants reporters. Ils ont trouvé une vidéo sur laquelle ils ont lu que dans cet hôpital, on a inoculé l'hépatite B à des enfants attardés mentaux pour voir leur réaction. Cette étude, entreprise en 1965, a duré 14 ans. Il est clair que Kinsey a eu accès à ces malheureux pour ses expériences, sans doute aussi à des bébés nés de mères internées. C'est-à-dire que vous aviez l'hôpital psy qui faisait ces expériences abominables sur les enfants et Kinsey qui avait accès à ces mêmes enfants pour ces expériences atroces. Nathan Klein, médecin à l'hôpital de Rockland, a un jour suggéré qu'on mette du lithium dans l'eau potable des Américains. C'est pas bien l'état d'esprit de ces gens qui dirigent ces hôpitaux? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce Klein, qui est un protégé de la CIA, à qui il communiquait le résultat de ses expériences avec des drogues fournies par la CIA. C'est pas du beau linge tout ça? Wetmore, comment elle s'appelle, son prénom? On a de toute façon après tout le MK Ultra sur. Oui, je vais y venir, je vais raconter ça. Je m'en doute. Voilà, donc Karen Wetmore écrit « Le projet Rockland est actuellement une question au sujet de laquelle les fonctionnaires de l'État et de l'Union, les agences fédérales de financement ayant subventionné le projet, l'hôpital d'État du Vermont, l'Université du Vermont et l'hôpital de Rockland partagent une amnésie collective. »
Personne ne se souvient de rien. La Fondation Rockefeller, dans les mêmes années, a également financé des expériences au Canada chez un certain Ewen Cameron. Cet Ewen Cameron a utilisé les enfants d'orphelinats catholiques du Québec transformés en établissements psychiatriques. Donc là, ça, c'est le recul de la religion catholique au Québec. On sécularise. Ça, c'était des cathos, pif, paf, on en fait des hôpitaux psychiatriques. Il a eu accès à 20 000 enfants qu'il a certifiés déments. C'est pas parce que vous êtes orphelin que vous êtes nécessairement dément. Il a mis l'étiquette dessus et c'est passé. Cameron a partagé toutes ses trouvailles avec Kinsey sur les coutumes sexuelles. Voilà. Des familles se sont battues pour savoir. Il y a eu un lockout total des autorités. Circulait, il n'y a rien à voir. Le scandale a éclaté en 1980 quand des journalistes ont enquêté. Des reportages sont parus à la télévision sous le titre « Le cinquième pouvoir ». Attendez, j'ai mon chien qui proteste, je vais le rentrer. Bon, ben voilà, Marion nous quitte un moment, ça ne va pas durer longtemps. Je ne vous quitte pas, je suis là. Et voilà, elle est revenue plus vite qu'elle n'est partie. Voilà, vous pouvez continuer, Marion, bien sûr. Tu peux continuer. Voilà. Alors, le cinquième pouvoir, vous allez comprendre ce que c'est que le cinquième pouvoir. De toute façon, tout le monde le sait, c'est les médias. Voilà. Alors, ces atrocités ont été perpétrées avec l'argent de la philanthropique avec 380 guillemets, Fondation Rockefeller. Comment n'y a-t-on vu rien de répréhensible? C'est ce que nous allons développer au cours de ce compte-rendu. Alors, entre 1941 et 1953 est développé le projet MK Ultra. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet MK Ultra? L'OSS, devenue la CIA, cherchait à élaborer des techniques de contrôle mental. Ah, le contrôle mental, c'est quoi? Le New York Times de 1977 écrit: les recherches étaient motivées par la conviction qui s'est révélée infondée depuis que les Russes et les Chinois avaient mis au point des dispositifs de lavage de cerveau et de contrôle mental. Mais la CIA n'a pas tardé à envisager un usage offensif pour la maîtrise du comportement. Elle a cherché à briser les défenses mentales d'agents ennemis afin de pouvoir les programmer, eux et ses propres agents, de telle sorte qu'ils accomplissent n'importe quelle mission, même contre leur gré et contre les lois naturelles aussi fondamentales que l'instinct de conservation. C'est pas un joli programme, ça? Pénétrer le cerveau des gens pour leur faire faire ce qu'on veut leur faire faire contre l'instinct, contre même l'instinct de conservation. Il y a eu en 1951 un projet appelé le projet Artichaut. Sidney Gottlieb était chargé, alors c'est lui qui était en charge du programme MK Ultra, chargé d'administrer à des captifs des drogues puissantes, les soumettre à des températures et à des bruits extrêmes, à des pressions fortes et faibles, à privation de nourriture et de sommeil, et attachés à des machines à électrochoc. L'opération MK Ultra était lancée officiellement le 13 avril 1953. On va torturer les gens pour détruire leur défense. Et ensuite, on va prétendre remplacer leur psyché par une autre. Ils ont d'abord opéré à l'étranger, puis ils sont revenus aux USA et ont capturé des toxicomanes, des petits délinquants dans la rue, des gens que personne ne réclame. Un toxicomane qui titube, hop, par ici. Puis après, ils ont proposé l'expérience à des détenus. Puis, à des enfants diagnostiqués schizophrènes, donc ça, ils sont allés se servir dans les hôpitaux psychiatriques, à qui ils ont fait manger des céréales radioactives. Puis, ils se sont mis à droguer des hommes qu'ils ont envoyés au bordel pour observer comment le sexe leur faisait divulguer des secrets. Pas mal, hein? Voilà. Alors, c'est effrayant. Gottlieb donnait des sommes énormes aux médecins pour qu'ils fassent subir ça aux patients non volontaires dans quantité d'hôpitaux. Voilà comment ça a fonctionné. Ces horreurs ont continué pendant 25 ans. Or, seules 2 personnes savaient tout de A à Z, Gottlieb et son adjoint. C'était tellement compartimenté que personne n'avait une vue d'ensemble de ce qui se passait dans ce programme. Lors du Watergate en 1973, alors bon, les gens qui ont mon âge connaissent tous le Watergate. Le Watergate, c'est la révélation en 1973 que des micros sont placés dans les locaux du Parti démocrate pour espionnage. C'est ça, par les équipes de Nixon. Par les équipes de Richard Nixon. Donc, lors du Watergate, panique, une enquête va avoir lieu, il faut détruire les dossiers. Gottlieb a été appelé à témoigner devant le Sénat et le Congrès.
il avait des choses à dire. Eh bien, il a négocié son impunité. Tous les dossiers ont été détruits. Enfin, presque tous. Pas tous. Et il en est resté. Toutes ces expériences ont été menées en pénétrant des centres de recherche prestigieux, des labos, des hôpitaux, mais qui ne savaient jamais qui était derrière, à part un ou deux à la fois. Voilà, c'était compartimenté de telle sorte que jamais plus d'un maximum de personnes ne savaient ce qui se passait dans ces établissements. Et en faisant fonctionner des fondations ou associations de façade. C'était un secret très, très bien gardé. Enfin, il y avait toujours des fuites. Il n'y a pas de secret. Tu sais, je ne sais pas si tu connais ma théorie sur la vérité. La vérité, c'est comme l'eau dans une citerne. Si la citerne est absolument étanche, pas de problème. S'il y a le moindre petit trou sous la citerne, l'eau finira à un moment donné par s'échapper. Voilà. Il finira par ne plus y avoir du tout d'eau dans la citerne, donc plus du tout de vérité. Exactement. Et alors, l'idée étant que la pression sur le petit trou agrandit le trou, et à un moment donné, c'est le renversement, c'est l'eau se déverse d'un seul coup d'un seul. J'ai l'impression de vivre ça avec l'ouverture des dossiers Epstein. C'est l'impression que j'ai, c'est que la citerne est en train d'exploser. Donc voilà. Plutôt. Donc le secret a fonctionné, à part un ou deux à chaque fois, et c'est comme ça que petit à petit, la vérité se fait jour. Alors, Kinsey était au cœur du programme MK Ultra de Gottlieb. Il était au cœur. Lui et Cameron au Canada recevaient, semble-t-il, des subventions par le biais d'une société pour l'étude de l'écologie humaine, qui est un paravent de la CIA. Il suffit, la CIA, elle a les moyens de faire des ONG et des ONG, enfin des organisations non gouvernementales en veux-tu, en voilà. La Fondation Rockefeller orchestrait les activités de Kinsey qui étaient protégées par la CIA, d'où le titre du livre Kinsey, Rockefeller, CIA. La CIA permettait à Kinsey d'accéder aux enfants dont il avait besoin pour ses expériences et lui assurait l'immunité contre toute divulgation ou action judiciaire. C'est donc avec la bénédiction de la CIA que Kinsey a torturé et vraisemblablement tué des enfants dans les hôpitaux psychiatriques. C'est pas beau ça ? Quand le public a eu connaissance des techniques d'interrogatoire renforcées que la CIA a employées entre 2002 et 2009 sur au moins 100 étrangers soupçonnés de terrorisme, ça a provoqué un scandale. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était il n'y a pas si longtemps, les tortures, vraiment toutes les exactions perpétrées, notamment pendant la guerre en Irak. Enfin, ça a créé un scandale. Ces mêmes techniques ont été utilisées par Kinsey et son équipe composée de médecins, de psychologues, de cinéastes, en tout 7 hommes et 5 femmes, c'est-à-dire en des tortures infligées à 2035 enfants et bébés américains captifs. Où est le scandale? On attend toujours. Le protocole de cette équipe publique était d'ordre universitaire et non pas militaire, et la CIA était le dénominateur commun entre ce qu'on fait, par exemple, à Guantanamo et à l'Institut Kinsey. On ignore combien d'enfants et bébés sont morts. On ne peut pas le savoir. Sur 28 méthodes de torture utilisées par la CIA, Kinsey et ses collègues en ont appliqué 23 sur ces 2000 enfants. La torture des individus soupçonnés de terrorisme a été dénoncée par les médias et Kinsey, lui, est représenté partout comme un héros. Et ça continue. Le public a finalement su que des expériences ont été menées sur la syphilis entre 1932 et 1972 sur des hommes noirs pauvres, recrutés grâce à la promesse de soins de santé gratuits pour une étude visant à observer le déroulement naturel de la syphilis sans traitement. Effroyable! Effroyable. En effet. En 1995, le public a appris que l'administration Truman, c'est la guerre froide, avait non seulement autorisé l'utilisation de garçons mentalement retardés comme animaux de laboratoire, mais que des femmes enceintes étaient également ciblées. 23 de ces femmes, selon les premiers rapports, ont reçu une injection de fer radioactif dans les années 50. 23. La recherche avait été financée par la Commission de l'énergie atomique des États-Unis et le Bureau de la recherche navale. C'est pas au sommet, ça? On a finalement appris que de 23 femmes, les chiffres sont passés à plusieurs milliers. Une seule de ces études a porté sur 829 femmes enceintes d'une seule clinique prénatale qui ont été nourries avec des boissons à base de fer radioactif, et plusieurs des enfants exposés au fer radioactif pendant la grossesse de leur mère sont morts. En février 1995, il a été officiellement reconnu que 9000 Américains, y compris les enfants et des nouveau-nés, avaient été utilisés dans des expériences de radiation menées entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 70.
Enfin, en août 1995, le ministère de l'Énergie a reconnu que selon un décompte final, il s'agissait de 16 000 hommes, femmes et enfants qui n'ont jamais donné leur consentement et ont été utilisés dans des expériences de radiation entre la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 70. C'est épouvantable. La Fondation Rockefeller a également travaillé avec le Canada, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Les Rockefeller n'étaient qu'une partie d'une grande cabale mondialiste animée par le rêve d'améliorer la race humaine par l'eugénisme et d'établir un gouvernement mondial unique sous le contrôle d'une oligarchie d'élite. Ça, c'est le cœur du complot. Est-ce que je suis voilà, ça, il faut bien. Ce que je suis n'a rien à voir. Il faut le répéter 10 fois peut-être, mais voilà. Il s'agit d'un complot, c'est-à-dire de l'organisation d'une action pas forcément avouable dans le secret par des gens qui font en sorte que personne ne le sache jusqu'à ce que ça soit arrivé. Donc ça s'appelle un complot et ce que je suis n'a rien à voir. Donc je ne suis pas complotiste, je suis un tas d'autres choses qui me regardent. Voilà. Donc le but ultime est le contrôle de la population mondiale qui devra aimer sa servitude. On veut transformer l'homme national en homme mondial. Le travail de Kinsey a été considéré comme un élément central de ce projet. D'accord ? En 1941, Kinsey a reçu la première subvention de la Fondation Rockefeller pour de la recherche sur des problèmes sexuels et en 1943, il a demandé qu'on l'aide à passer à la vitesse supérieure. Robert Morrison, directeur médical de la Fondation Rockefeller, a déclaré que le financement de l'Institut Kinsey est une des choses les plus importantes que la Fondation Rockefeller ait faite, c'est-à-dire au cœur de ce renversement mondial, la révolution sexuelle. À partir de 1913, l'organisation qui sera plus tard connue sous le nom d'Institut Tavistock avait été créée pour étudier les traumatismes dus à la guerre. À l'origine, ce qui a donné l'Institut Tavistock, c'est une clinique psychiatrique. Donc voilà, il faisait des études sur les conséquences des bombardements sur la population. L'Institut Tavistock de psychologie médicale, fondé en 1920, a étudié le choc dû au bombardement. En 1969, un livre d'un certain John Coleman, ancien agent du MI6, a accusé l'Institut de vouloir façonner le déclin moral, spirituel, culturel, politique et économique des États-Unis d'Amérique. Voilà. Un observateur extérieur dit l'Institut Tavistock, il est là pour détruire l'Amérique, entre autres. Le projet a été confié à Lord Rothmere et Northcliffe et leur mandat était de produire une organisation capable de manipuler le public. C'est-à-dire que c'était absolument officiel entre eux. Le financement a été assuré par la famille royale britannique et plus tard par les Rothschild, auxquels Northcliffe était lié par le mariage. C'est la seule intervention de la famille Rothschild dans ce travail. C'est là qu'on les voit, on ne les verra pas. Tout le travail de Judith consiste à expliquer l'implication de la CIA et des Rockefeller. Et les Rothschild. Et les Rothschild, à mon avis, ça passera par l'Europe. À mon avis, les Rothschild, ça passera par l'Europe. Ça passera par l'Europe. Par l'Europe, oui, par l'Europe. C'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse. Oui. Judith les a quasiment pas croisés, les Rothschild, alors que nous, on les a à tous les étages. Voilà, c'est sur l'autre continent. Alors, il y a des noms prestigieux dans cet institut Tavistock. L'historien Arnold Toynbee a été choisi comme directeur des études futures. Et deux Américains, Walter Lippmann et Edward Bernays, ont été nommés pour s'occuper de la manipulation de l'opinion publique américaine. C'est pas beau? On va faire en sorte que les Américains croient ce qu'on leur dit de croire. C'est pas beau comme programme? Ça s'appelait, enfin, ils ont considéré que ça serait un lavage de cerveau de masse. À partir de 1937, par un vote unanime du conseil d'administration, il a été décidé de prendre le livre « Le déclin de la civilisation occidentale », c'est un livre allemand, comme plan d'un nouveau modèle de travail pour provoquer le déclin et la chute de la civilisation occidentale nécessaire pour créer et établir un nouvel ordre mondial au sein d'un gouvernement mondial unique. Ben voilà, c'est dit, hein, les complotistes, là. Il est là le complot. Et ça a été marqué, ça a été écrit. Les scientifiques nazis ont été sauvés d'Allemagne au lendemain de la guerre sous la supervision de l'Institut Tavistock. Ça s'appelle l'opération Paperclip. C'est pas beau ça? On sait bien que les nazis faisaient de la recherche. Tout à fait. Les plus grands experts de la machine scientifique nazie ont été secrètement transférés aux États-Unis où ils ont reçu de nouveaux noms, des passeports et ils ont été installés dans les universités et les hôpitaux contrôlés par la CIA. C'est pas beau ça?
C'est pas bon ça. Comme l'a dit Aldous Huxley, le potentiel de la technologie pour exploiter la psychologie de masse au profit du nouvel ordre mondial est évident. Il a dit « Nous sommes en train de développer toute une série de techniques qui permettront à l'oligarchie de contrôle, qui a toujours existé et existera vraisemblablement toujours, d'amener les gens à aimer leur servitude. » Les intérêts de la Fondation Rockefeller ont toujours été mondiaux et non nationaux. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. En tête. La Fondation Rockefeller se moquait du tiers comme du quart des intérêts américains. Ce qui les intéressait, c'est les intérêts de leur institut et de leur plan. La Standard Oil, la société minière pétrolière appartenant à la famille Rockefeller, a soutenu la machine de guerre allemande même après l'entrée en guerre officielle des États-Unis contre l'Allemagne. C'est pas beau ça? Ce qui a amené le sénateur Harry Truman, futur président, à qualifier leurs opérations de trahison, point final. En 1942, une commission d'enquête sénatoriale a décrit la Standard Oil comme une agence ennemie, hostile et dangereuse. Pas mal, hein? Pas mal. En 1945, l'Institut russe financé par la Fondation Rockefeller à l'Université Columbia était déjà identifié comme un foyer d'espionnage communiste. Alors, mon cher Nicolas, il faudra qu'un jour, nous parlions tous les deux de remettre un peu les pendules à l'heure concernant le McCarthyisme, parce qu'il appelle que McCarthy était en fait au courant de tout ça et qu'on l'a fait passer pour dingue et abominable alors qu'il avait simplement compris. Voilà, on y reviendra un autre jour si tu le veux bien. Oui, sous couvert de lutte contre le communisme, tu veux dire. Oui. Non, oui, c'est ça. McCarthy, c'était ça. Le McCarthyisme, c'est la lutte contre le communisme aux États-Unis. Oui, et en fait, il a été on a fait de lui un fanatique alors qu'il avait simplement compris ce qui se passait. Et il a essayé d'alerter l'opinion américaine. On en reparlera si tu veux. J'ai quelques références assez tonitruantes là-dessus. Ça m'a secoué. J'ai dit, je croyais que j'avais ça décoiffe comme information. C'est effrayant. C'est effrayant. Alors, en 1945, les Rockefeller sont pratiquement responsables de la recherche et du développement de la machine militaire soviétique. Selon la définition du dictionnaire, ce sont des agents communistes. Pas mal, hein? À partir de 1925, la Fondation Rockefeller a financé l'Institut psychiatrique Kaiser Wilhelm de Munich. Ce financement s'est poursuivi pendant toutes les années de guerre. C'est ces gens-là qu'on est allé exfiltrer. Plus précisément, l'argent était destiné à l'eugénisme psychiatrique qui s'appliquait au concept psychiatrique de purification raciale, d'hygiène raciale et d'amélioration raciale. C'est pas beau comme programme, ça, pour Rockefeller? En 1932, la Fondation Rockefeller a envoyé un certain Müller en Allemagne à l'Institut de recherche sur le cerveau de Kaiser Wilhelm. Ensuite, en 1934, Staline, viens voir ici mon petit camarade, a offert à Müller un laboratoire à l'Académie des sciences de l'URSS pour diriger un programme d'eugénisme positif pour l'Institut de génétique de Moscou. Alors, un coup Hitler, un coup Staline. L'un, toujours grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller, Müller a étudié le cerveau des jumeaux. On a entendu parler de ces recherches sur les jumeaux. Müller n'a rien vu passer des grandes purges staliniennes de ces années-là et il a dit son enthousiasme pour le merveilleux régime soviétique. C'est beau, c'était chouette. De retour aux USA en 1967, il a rejoint Kinsey. Voilà, 1957, plutôt 37, je crois que j'ai dû me tromper. Le parrainage par les Rockefeller était destiné à des scientifiques engagés dans l'eugénisme et soutenant le développement de méthodes scientifiques pour imposer l'eugénisme à la population mondiale, à la fois en améliorant génétiquement la race humaine et en éliminant les plus pauvres. Eugénisme positif, on crée une super race, négatif, on élimine les Sandans, les gueux, Margaret Sanger, elle voulait qu'on élimine les nègres. Margaret Sanger, qui est quand même à l'origine une des pionnières de la révolution sexuelle dans les années 20, elle voulait éliminer les nègres. Il n'y avait pas besoin de ces gens. Extraordinaire. Extraordinaire. Tout le XXe siècle et jusqu'à ce jour, les mêmes noms reviennent pour faire avancer l'agenda mondialiste. Les Rockefeller et leur fondation en 1913, qui ont donné le Conseil des relations extérieures, Council for Foreign Relations, l'Institut Tavistock à partir de 1934, les Nations Unies en 1945, le Conseil de la population en 1952, le groupe Bilderberg en 1954, le Club de Rome en 1968, la Commission trilatérale en 1973. À leur tour, toutes ces organisations ont généré un éventail
ahurissant d'ONG et de coopératives internationales dont personne n'arrive à remonter à la source. Peu avant son assassinat, John Kennedy dénonçait, je cite, « la conspiration monolithique et impitoyable qui repose principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence, par l'infiltration au lieu de l'invasion, par la subversion au lieu des élections, l'intimidation au lieu du libre choix, la guérilla la nuit au lieu des armées le jour. » Eh ben, Kennedy, c'était un théoricien du complot. Ah, d'accord, on va dire comme ça. David Rockefeller a écrit en 2002, écoutez bien, si ce n'est pas jeune, certains pensent que nous faisons partie d'une cabale secrète qui travaille contre les intérêts des États-Unis et nous qualifie, ma famille et moi, d'internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous voulez. Si telle est l'accusation, je suis coupable. Et j'en suis fier. Ah ben voilà, on ne peut pas mieux dire. La cabale mondialiste utilise le contrôle de l'information, la psychologie sociale et la peur pour que la population renonce à sa liberté et qu'elle aime sa servitude. Ce n'est que lorsque cette révolution ultime sera achevée que l'oligarchie d'élite pourra se rassurer. Eh bien, on va leur faire quand même des misères, parce que je ne pense pas qu'ils vont y arriver, même si, Dieu sait, le programme a été mené très très loin. Le plan a progressé à la vue de tout le monde, efficacement camouflé simplement par son ampleur et son audace. Tu sais ce qu'on dit, la chose la mieux cachée, c'est celle qui est en pleine lumière. Enfin, on ne va pas la chercher là. Au mieux, juste sous son nez. Oui. Pardon? Oui, ce qui est juste sous son nez, dont on ne voit que cela. Oui. Comment ont-ils réussi à cacher leurs plans et leurs crimes, en fait? Le contrôle des médias était au cœur du programme. Contrôle des médias, ça nous cause, hein, ça nous parle. Le 8 juin 1978, Solzhenitsyn disait « La presse est devenue la plus grande puissance au sein des pays occidentaux, la plus puissante que le législatif, l'exécutif et le judiciaire. » On peut alors se demander qui l'a élu et devant qui elle est responsable. Ah, bonne question. Bonne question, camarade. En 1914, la Standard Oil de Rockefeller a fait appel à la garde nationale pour briser une grève dans le Colorado. 25 personnes, dont 11 enfants, ont été brûlées vifs dans les tentes arrosées de kérosène dans lesquelles ils s'étaient réfugiés. C'est une atrocité. Pour contrer la vague d'indignation, Rockefeller a fait appel à un spécialiste des relations publiques qui lui a conseillé de se rendre sur place. Le fils Rockefeller l'a fait et l'hostilité est retombée. Regardez ces salauds. Oui, oui, nous avons été salauds. Regardez, des grands dégueulasses. Oui, nous avons été dégueulasses. Nous vous demandons pardon. Ah ben voilà. Alors, je ne dis pas que ça a poncé les plaies, mais l'hostilité publique est retombée. Donc, la société Rockefeller a fait appel à cette société pour redorer son blason. Puis, petit à petit, ils en sont arrivés à racheter les journaux les plus influents. Ils ont dit, bon, quels sont les journaux les plus influents aux États-Unis? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y en avait quelques centaines. Eh bien, on les rachète et on y place un homme à nous à la tête. Ah, c'est pas bête. Mais ça ne suffisait pas. Rockefeller a également parrainé Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, pour l'aider à promouvoir un programme d'éducation sexuelle, puis Margaret Sanger et son Planned Parenthood. Alors, on rachète la presse, on promeut un programme d'éducation sexuelle grâce à Edward Bernays et Margaret Sanger et son Planned Parenthood. Planned Parenthood, c'est l'ancêtre du planning familial. Donc, alors, la façon qu'a Planned Parenthood de promouvoir la famille, parce que planification familiale, c'est par l'avortement et la contraception. C'est-à-dire, c'est les familles monoparentales sans enfants. C'est ça, en fait, la révolution sexuelle. On arrête de faire des bébés. L'eugénisme, c'est ça. Si les générations ne se reproduisent plus, la population disparaît. Voilà. Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la CIA a supervisé l'opération Mockingbird, qui va dire, un Mockingbird, c'est l'oiseau moqueur. C'est un oiseau par là-bas, on appelle ça le moqueur, l'oiseau moqueur, qui va directement recruter des journalistes des grands médias. On donne le chiffre de 3000 agents de la CIA et 400 journalistes directement payés par les Rockefeller. C'est-à-dire qu'au début, on achète un journal et on met un directeur dedans, puis après on dit non, alors on va faire différemment. On va aller chercher pour les recruter des directeurs de journaux, de grands médias, des gens influents, et on va les recruter et les payer grassement. Puis après, il suffira de les tenir pour qu'ils ne parlent pas, on est bien d'accord. En 1977, une commission, la commission Church,
ça c'est un passage important dans l'histoire, a été informé que la CIA a mis fin à la pratique de propagande auprès du public américain l'année précédente. C'est-à-dire que la commission Church a dit qu'est-ce que c'est que ces histoires? On y regarde, ah ben on arrête, on a fini, non, c'est du tout, on n'y touche plus. George Bush, le nouveau directeur de la CIA, s'est engagé à faire cesser ces relations contre nature entre l'agence, la CIA et la presse. Tu parles, ces promesses d'ivrogne, enfin promesses de CIA, quoi. Alors, il se trouve que, alors là, on dit qu'en 1977, la commission Church annonce que la CIA lui a dit que, et en 1991, écoutez bien, s'adressant au groupe Bilderberg, David Rockefeller a exprimé sa gratitude envers les médias. Il dit: nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et à d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant près de 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux lumières de la publicité pendant toutes ces années. Mais le monde est maintenant beaucoup plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est certainement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. Préférable pour qui, monsieur Rockefeller? On peut savoir. On peut savoir. C'est vraiment, on a tout devant les yeux. On a tout devant les yeux. À Hollywood, Marion, je t'alerte sur le fait que ça fait 45 minutes que tu t'exprimes et que c'était le temps qui était imparti. Donc, je vais te laisser et je te laisse quelques minutes de conclusion. Voilà. Les quelques minutes de conclusion, c'est que, alors, je croyais que j'aurais plus de temps, excuse-moi. Les quelques minutes de conclusion, toutes ces affaires ont été gardées sous le sceau du secret par le chantage. C'est-à-dire que toutes ces personnes incriminées dans des situations extrêmement délicates ont été corrompues, approchés d'enfants. Alors, il y avait ceux dont on savait qu'ils étaient pédophiles, il y a ceux qu'on a compromis en les mettant derrière des glaces sans pain, en leur faisant faire des cochonneries, etc. Et c'est par le chantage que tout ça a été mis sous le boisseau. C'est-à-dire que le scandale Epstein aujourd'hui, c'est que tous ces dossiers sortent. On sait maintenant qui Epstein, enfin on sait pas encore, mais on est en passe de savoir. Tous ces scandales ont été étouffés parce que le chantage à la révélation de mœurs inavouables a été opéré à ce moment-là. Alors, on connaît l'influence qu'a eu Epstein, on connaît maintenant l'influence qu'a eu Epstein dans ses chantages à la révélation des mœurs. Il y a un deuxième grand maître chanteur, c'est Hugh Hefner du magazine Playboy. Alors lui, il était agent de la CIA. Il a fait 450 articles élogieux sur la CIA pendant toutes ces années à la direction de Playboy. Et il y avait Kinsey lui-même. Kinsey connaissait les secrets de quantité de gens qui connaissaient également ces secrets. Et tout le monde tenant tout le monde par la barbichette, c'est comme ça que ça a continué. Voilà. Alors, si tu veux, on peut arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, juste la question que je voulais te poser, c'est comment se fait-il qu'apparaisse si peu Rockefeller, en effet, dans les dossiers Epstein? Alors, c'est ce qui me semble, c'est que c'est l'hypothèse que j'ai émise tout à l'heure, c'est que les Rothschild. Europe, États-Unis, c'est ça? Voilà. C'est ce que je crois. On partage les rôles, les Rothschild. On partage les rôles, on partage les territoires. Et c'est effectivement, regarde, tout ce qui sort concernant. Il veut dire que d'après toi, l'affaire Epstein, c'est d'abord une histoire française et européenne avant même d'être une histoire américaine? Non, c'est pas. Non. Epstein, non. Judith parle abondamment d'Epstein en disant il a corrompu ceci, il a corrompu celui-là. Non. Les gens qui ont monté dans l'avion, c'était pas que des Européens, et loin s'en faut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la couronne britannique a été gravement compromise dans tous ces dossiers. La couronne britannique, elle est compromise dans l'Institut Tavistock, dans les
tous ces programmes, c'est effrayant, c'est effrayant. Alors, je ne sais pas si l'actuel roi d'Angleterre est compromis, mais en tout cas, sa mère, ses enfants, ses neveux, son frère, etc., c'est assez effrayable. C'est assez effrayable. Et Et puis tout la ça est France, en on ne train sait rien encore de toute la réalité. on sait rien, on sait tout, mais on peut pas le faire valoir. Parce qu'on ne peut pas faire une commission d'enquête. Vous voudriez quand même pas que. Ah non, on va quand même pas faire une commission d'enquête. Ça va mal se terminer, cette histoire. Ça va mal se terminer. Tout ce que Judith raconte dans son livre, c'est entièrement sourcé, c'est entièrement validé par. Elle a fait relire et relire son travail par des professeurs de droit, par des agents du FBI, par des. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle a été très soutenue. En sous-main, c'est-à-dire que officiellement, ils l'ont fait passer pour une dingue. Enfin, j'ai raconté ça par ailleurs. On l'a fait passer pour une dingue. Mais en fait, elle a été prise très, très au sérieux par tous les gens qui voulaient véritablement lutter contre ces horreurs et ces atrocités. Donc, au bout du compte, qu'est-ce que ces sacrifices d'enfants? Alors, il y a des gens qui en jouissent, l'affaire est entendue, et il y a des gens qu'il faut compromettre. C'est-à-dire que la pédophilie, elle sert aux amateurs et aux contrôleurs d'amateurs. Voilà, si je peux conclure là-dessus. Donc voilà, ce livre a été. Judith aurait aimé tellement voir cette explosion-là. Judith est morte en réclamant et encore une enquête officielle sur l'Institut Kinsey et ses liens avec tout ce qu'on vient de dire. Et c'est vraiment comment dirais-je, c'est un objectif à atteindre. Demander que l'Institut Kinsey fasse l'objet d'une enquête internationale indépendante. L'Institut Kinsey fait partie des organisations conseillères au Conseil économique et social de l'ONU. C'est effroyable. Personne n'a jamais remis en cause les horreurs de Kinsey. Et toute l'éducation sexuelle à l'école et toute cette abominable campagne contre la famille, contre les pères abusifs et les mères abusives, etc., tout ça, c'est pour retirer les enfants aux parents, les confier à l'État pour ce que vous avez compris. C'est une épouvante. C'est une épouvante. Et on a, je veux dire, c'est un devoir pour nous d'exiger une commission d'enquête et de commencer à faire reculer ce monstre absolument diabolique et revenir aux valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales, c'est papa plus maman égale bébé et la famille, si imparfaite qu'elle soit, elle est là pour protéger son petit, qu'elle n'a pas à refiler à des organisations abominables. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Marion de tout cet exposé qui nous permet de clarifier et de voir et de montrer en tout cas et de sourcer de façon factuelle justement ce complot de destruction des peuples qui agissent sur l'Occident et sur le monde dans son ensemble, et d'en voir les sources, et que l'éducation sexuelle pervertie aboutit à ça. L'éducation sexuelle tout court pour de jeunes enfants étant en soi-même une perversion d'ailleurs, et en effet, bien distinguer ce qui est sexué de ce qui est sexuel, et de la nécessité justement de ne pas hâter la sexualité des enfants. C'est un des pires des crimes, et on voit que ces aboutissements, ça va jusqu'à finalement à même dévorer les enfants. C'est une dévoration psychologique, voire physique. C'est une destruction complète qui aboutit à la destruction de l'humanité. C'est un projet de destruction de l'humanité. Moi, je ne vois pas... À t'écouter pendant ces 50 minutes, si tu permets ce témoignage, il est là. C'est une volonté manifeste de détruire l'humanité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Complotiste. Nicolas Stocker, complotiste. C'est vrai, on essaie de nous coller à la peau ce qui est un... Il y a complot, et complot mondial. Bien sûr qu'il y a un complot, mais ils le reconnaissent eux-mêmes, ils en sont fiers, ils le disent eux-mêmes, voilà. Alors, je vais insister un tout petit peu sur la destruction de l'humanité par les enfants. C'est clair, c'est la destruction de l'humanité par les enfants, mais la destruction des adultes, la destruction des pères, la destruction des mères, la destruction des hommes. Judith m'a alerté sur le fait que il y a une vague montante d'impuissance due à la pornographie. À partir du moment où on incite les gens à se satisfaire tout seuls, ils n'ont plus rien à faire à deux, ils savent plus faire. Et j'ai un gentil monsieur un jour sous une de mes vidéos qui m'a donné son témoignage, qui me dit: je vous remercie de dénoncer ça. Par peur de prendre des râteaux et de ne pas réussir à séduire des filles, je me suis lancé dans l'activité masturbatoire, et je me suis rendu compte que j'étais capable de rien avec une femme.
On tue l'amour, on tue pas que, on tue l'amour. L'amour, ça se fait avec un homme et une femme, je suis désolée. Ceux qui ont envie de faire autrement, qu'ils se cachent, qu'on n'a pas besoin de savoir. Ça, c'est la grande monstruosité de cette révolution sexuelle, c'est que le sexe est devenu un enjeu sociétal. Ça n'a pas à l'être. Le sexe rentre dans l'intimité du couple, point. Et on n'a pas à le savoir. Et ça a marché comme ça, des millénaires, et ça peut très bien recommencer. Très bien. Bon, ben merci beaucoup Marion. Et ben la prochaine fois, on prendra plus de temps, mais on a déjà passé presque 1 heure, à 5 minutes près. Eh ben d'accord. Eh ben, je te dirai la suite, parce qu'il y a encore une suite. Le capitaine Hervé Moreau attend. Bon, 10 minutes de retard. J'ai vu pire. Je suis désolé, capitaine. J'ai vu pire. Voilà, merci beaucoup Marion en tous les cas de cette bonne humeur, de cette qualité, du travail énorme que tu fournis justement pour nous donner toutes ces informations. Un grand merci, à très bientôt sur GP. Au revoir à tout le monde.